bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de Sur le fil. C'est aussi et peut-être surtout en Afrique que se joue la sécurité mondiale. L'Afrique où prolifère à la fois la menace terroriste, le trafic en tout genre et la contrebande d'armes de guerre. La communauté internationale semble avoir enfin saisi la complexité du défi sécuritaire en Afrique, car souvent il se conjugue avec des questions liées au développement mais aussi à la bonne gouvernance. Pleinement engagé dans la lutte antiterroriste et à la résolution pacifique des conflits, Alger devient donc un partenaire stratégique clé, autant pour ses voisins régionaux que pour ses alliés internationaux. Quels sont donc les défis africains qui s'imposent désormais à notre pays? Pour en parler ce soir, nous recevons pour un entretien le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, Alger a été sollicité par les Libyens eux-mêmes pour faciliter une médiation onusienne déjà en cours et qui a débuté à Genève, il faut le rappeler. Cette semaine, Alger a abrité le forum, ce qui a été appelé comme le forum des partis et acteurs politiques libyens. Dans la déclaration d'Alger, tous les participants ont dit adhérer au principe de dialogue et appeler à l'arrêt immédiat des violences. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous, concrètement pour les Libyens désormais? Eh bien, je pense que d'abord la réunion d'Alger a été placée sous les auspices des Nations Unies, il faut le souligner. Comme vous savez, les Nations Unies en représentant personnel du secrétaire général qui est chargé du dossier. Elle s'est tenue à Alger, comme vous l'avez souligné, le 10 et le 11. Cette réunion, vous l'avez bien souligné, donc a regroupé les leaders politiques, c'est-à-dire les chefs de partis politiques, et les activistes politiques en Libye. Ce qu'il faut retenir, et je crois que c'est un élément fondamental, j'expliquerai tout le processus qui a conduit un peu à cette réunion à Alger, mais ce qui ressort de la réunion d'Alger, c'est que les acteurs libyens, tous les partis politiques, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Sud, réunis à Alger, sont d'accord sur les principaux ou sur les fondamentaux qui constituent la nation libyenne. À savoir, la préservation de l'unité nationale de la Libye. C'est un facteur extrêmement important. 2, la cohésion de son peuple. 3, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. 4, le recours à la solution de la crise qui secoue la Libye à travers le dialogue, donc la solution politique. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. 5, il y a consensus, si vous voulez, sur la nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale, et ensuite prendre des mesures sécuritaires pour essayer de régler les problèmes qui se posent sur le terrain. Donc la déclaration d'Alger, qui, comme vous l'avez si bien vu et puis bien rapporté par la presse, a 11 mesures, parmi lesquelles, je disais, c'est fondamentaux. Donc il était important que les leaders libyens en discutent, donc ça a été une négociation de 2 jours, et ensuite, que le message soit un message adressé au peuple libyen, qu'il n'y a pas d'alternative à la solution politique, au dialogue, et ensuite adressé à la communauté internationale. C'est très important ce message à la communauté internationale pour dire que nous, les Libyens, je disais toutes tendances confondues, ce qui est intéressant, c'est la première fois, parce qu'il y a d'autres réunions un peu partout dans plusieurs capitales, mais à Alger, tout le monde était là, autour de la même table. Donc c'est la première fois, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le représentant spécial qui l'avait dit lors de sa conférence de presse, que ces gens-là se retrouvent pour adresser 2 messages très très forts, l'un en direction du peuple libyen, qu'il n'y a pas d'alternative au problème de la Libye en dehors du dialogue et de la solution politique, l'autre également adressé à la communauté internationale qui doit développer, ou qui doit, si vous voulez, accompagner les Libyens dans cette volonté et ce désir d'aller vers la solution politique. Alors, vous parlez d'un message très fort, adressé donc par les partis, les leaders des partis politiques, et comme vous les avez nommés, les activistes libyens. Quel écho
sur le terrain, encore une fois, peut avoir ce message? Quelle influence ces partis politiques peuvent avoir sur les milices, notamment? On sait qu'il y a eu un cessez-le-feu très récemment, avant le début du dialogue, mais qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été effectif. Les opérations militaires se poursuivaient jusqu'à la veille du début du dialogue. Donc, quelle pourrait être la répercussion de ce message sur le terrain? Moi, je pense que c'est un message de rassurance. Ça rassure les Libyens. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, en aparté, on a reçu plus de 200 personnalités libyennes à Alger ces derniers temps. Bon, dans un cadre de grande discrétion. Et ce qui se dégage de nos discussions avec nos frères libyens, c'était beaucoup plus des rencontres d'écoute. On était à leur écoute pour voir ce que peut faire l'Algérie, pour les accompagner dans leur volonté de sortie de crise. Il y a un consensus national pour aller vers une solution politique. Ça, c'est un constat. Ça, vous l'entendez. Je ne sais pas si vous suivez vous-même. Il y a des chaînes satellitaires libyennes, des journaux. Donc tout le monde parle de solution politique. Il y a un consensus national. Et c'est ça le plus important. Ensuite, il y a cette volonté des acteurs, de ceux qui sont sur le terrain, qu'ils soient leaders de partis politiques ou activistes politiques, qui sont eux aussi en faveur de cette solution. Donc aujourd'hui, il y a un agenda libyen pour les Libyens. Donc cette volonté, il faut l'accompagner. Ce que fait l'Algérie en tant que pays voisin, mais également ce que doit faire la communauté internationale pour accompagner ces gens-là. C'est vrai, il y a une situation sur le terrain, il y a des milices, il y a de l'activisme, il y a des groupes terroristes qui sont présents. D'ailleurs, cette responsabilité, je dirais, ce sens politique que nous avons constaté chez les leaders politiques, je disais, toutes tendances confondues, ils ne sont pas tous du même bord, même parfois de bords idéologiques différents et opposés. Par exemple, sur des questions fondamentales, la lutte contre le terrorisme, c'est un consensus entre tous les leaders politiques et les acteurs. Lutter contre le terrorisme, ça veut dire lutter contre Daesh, lutter contre Al-Qaïda, lutter contre Ansar Sharia, donc tous ceux qui sont listés ou blacklistés par les Nations Unies. Et il y a cette volonté de se démarquer donc de tous ces groupes terroristes, bien plus cette volonté de les combattre. Au-delà justement du péril terroriste, Abdelkader Messahel, qui menace l'unité libyenne, comme on disait, le fait que ce processus onusien de paix soit décliné sur plusieurs niveaux de concertation révèle aussi la complexité de la chose, il faut le dire, peut-être même la méfiance très importante qu'il peut y avoir entre les différentes parties dans un pays où les pouvoirs locaux, voire tribaux, priment souvent sur les intérêts nationaux. Est-ce que finalement le plus grand péril sur la Libye n'est pas la plus grande difficulté, j'allais dire, n'est pas de construire avant tout un État-nation qui n'existe pas? En fait, vous savez, il faut revenir un peu aux événements de 2011, quand il y a eu l'intervention des Nations Unies ou des forces de l'OTAN. C'est une intervention, l'Algérie l'avait critiqué dès le départ. On savait qu'on allait vers une dérive, vers une double dérive. On savait que cette intervention allait beaucoup plus créer le chaos en Libye. Et Alger n'a pas été écouté à ce moment-là. Attendez, j'arrive. Donc le chaos en Libye, il y a des conséquences sur les pays voisins. Aujourd'hui, le constat est là. Ils ont été, nos partenaires, Dieu sait, si vous revenez vers vos archives 2011, 2012, que d'envoyés spéciaux, le président de la République a reçu, que d'envoyés spéciaux des États-Unis, de France, d'Italie, de tous ceux qui, de près ou de loin, se sentent concernés par la Libye. Tous ces gens-là, le message était clair. Faites attention, parce qu'il y aura des conséquences sur la Libye. Vous disiez bien, il y a pratiquement une dislocation du tissu administratif, politique dans ce pays. Je ne sais pas s'il en existait avant, mais donc on se retrouvait dans un pays de non-gouvernance. Les conséquences, elles l'étaient pour le Sahel. Souvenez-vous, quelque temps après donc le début de ces frappes, des colonnes sont sorties, quittaient la région de Tripoli, traversaient toute la Libye, traversaient le Niger, pour se retrouver au nord du Mali, proclamer l'indépendance de l'Azawad. Vous voyez un peu les conséquences que cette intervention a suscité. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si il n'y a pas
rapidement un gouvernement d'union nationale en Libye, on risque aussi de se retrouver dans des situations chaotiques. Et c'est dans ces situations chaotiques, et ça vous le savez bien, que le terrorisme peut fleurir, ou peut s'agrandir, il peut se consolider. Donc la priorité parce que la priorité, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Il est évident qu'il n'y aura pas, disons, de début de stabilité, parce que les chantiers sont énormes. C'est un pays à construire au sens où institutionnel. Il faut construire l'armée libyenne, il faut construire sa sécurité, il faut construire son administration, il faut terminer le processus qui a commencé en 2012, avoir une constitution, faire de nouvelles élections. Donc ce sont de grands chantiers. Ce gouvernement doit être un gouvernement fort, un gouvernement qui a des compétences, un gouvernement qui peut faire bouger la machine et peut faire avancer la Libye vers la sortie de la crise. C'est à cela que la réunion d'Alger était une réunion importante, parce que ces questions-là ont été discutées entre les leaders politiques et les activistes, et tout le monde est d'accord qu'il va falloir aller au plus vite vers la constitution de ce gouvernement, prendre les armements sécuritaires. Que deviendront les milices? Est-ce qu'elles doivent sortir? Est-ce qu'elles doivent être désarmées? Donc toutes ces questions-là ont fait l'objet d'un échange de vues, et nous pensons et nous espérons qu'il y aura d'autres rencontres de cette nature pour essayer d'aller vers ce gouvernement d'union nationale, parce que vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme en l'absence d'institutions. Les exemples sont nombreux à travers le monde. Vous voyez ce qui se passe ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe au nord du Nigeria, ce qui se passe au nord du Mali, au Yémen, un peu partout. Donc s'il n'y a pas un État capable, donc il est très difficile de faire face à cette déferlante terroriste que nous connaissons et qui se rapproche de plus en plus, si vous voulez, de notre voisinage. Ouais. On va revenir sur ce processus, encore une fois, onusien pour la Libye, conduit donc par Bernardino León, le chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye. Il est assez déroutant, il faut le dire, déconcertant aussi. Il a lieu dans plusieurs pays, dont la Libye elle-même, et donc plusieurs médiateurs y prennent part. Le diplomate onusien a dit de le concevoir dans sa globalité, avec une dimension de complémentarité. Que dites-vous à ceux qui pensent, à ceux qui doutent de la pertinence tout de même de ce processus? Vous savez, c'est des méthodes. Nous connaissons les Nations Unies, nous savons comment ils pensent, comment ils fonctionnent. Bon, ils ont choisi cette approche qui est d'avoir plusieurs réunions dans différentes capitales. Oui. Par exemple, Alger, ça a été les leaders politiques et les activistes. Le Maroc, c'est les parlementaires. Bruxelles, c'est la société civile. L'Égypte, c'est les tribus. Bon, c'est une approche qui est celle des Nations Unies, pour peu et pourvu que, si vous voulez, il y ait convergence et qu'en fin de parcours, tout le monde se retrouve à Tripoli pour signer un accord qui met en place ce gouvernement national, et qui met en place également donc toutes les mesures sécuritaires qui accompagnent le travail de ce gouvernement. Donc nous ne sommes pas dans une position de concurrence. Ce qui nous motive, nous Algériens, je le dis, je le répète, c'est d'abord que ce pays voisin, avec lequel nous partageons une grande frontière, plus de 900 km, puisse retrouver sa stabilité, puisse retrouver donc la paix, que ce pays donc puisse maintenir sa cohésion nationale et puisse également préserver son unité nationale. Donc le travail que nous faisons depuis des mois, comme vous l'avez dit au départ, à la demande des frères libyens, commence à porter ses fruits. Donc il va falloir continuer, si vous voulez, dans cette dynamique pour que nous puissions parvenir dans le meilleur délai donc à une solution qui préservera la Libye d'abord de la fracture ou de la fragmentation, il y a des risques, et ensuite préserver notre région du péril terroriste. Il y a un risque de plus en plus grand. Est-ce que tous les médiateurs dans ce processus seront aussi intransigeants sur ce point-là que vous répétez, Al-Qadr Messahel, depuis tout à l'heure? La fragmentation de la Libye, elle est inconcevable pour surtout les pays voisins qui ont des frontières avec la Libye. Est-ce que tous les médiateurs sont conscients? Non, ils sont conscients, c'est les Libyens. C'est ça le plus important. Vous savez, dans ce genre de situation, on est passé par là. La préservation de l'unité nationale, la préservation ou la défense de la patrie, c'est le rôle premier des Libyens eux-mêmes.
Ça, ils en sont conscients. Ça, nous l'avons. Non seulement ils en sont conscients, ils sont prêts à trouver des solutions, puisque nous sommes dans une dynamique, et il faut l'encourager, pour arriver donc à ce gouvernement du national, et on dépassera les histoires de Tobrouk, de Tripoli, de gouvernement, de parlement, etc. Donc ça, c'est une démarche. Ils en sont conscients. Ensuite, ils sont conscients des dangers. Ils sont conscients du danger terroriste, ça c'est clair, ils le disent. Et d'ailleurs, pour la première fois dans une déclaration entre Libyens signée par eux, où ils mettent l'accent sur la menace terroriste, je crois que c'est le paragraphe 7 de la déclaration d'Alger, et en même temps, ils ont, si vous voulez, ils ont ciblé ou identifié, je dis bien identifié, la menace, elle vient de Daesh, elle vient de Ansar Sharia, elle vient d'Al-Qaïda. Donc c'est un peuple qui a son histoire, séculaire, et il a des compétences, il a des Libyens qui aiment leur pays, qui veulent le défendre, et je pense qu'il faut leur faire confiance, il faut les accompagner. Il faut surtout pas s'ingérer dans leurs affaires. Ça, c'est très important. Donc, l'indépendance, la décision est quelque chose de fondamental dans tout processus. D'Algérie, nous n'avons pas d'intérêt particulier, nous n'avons pas de travailleurs en Libye, nous n'avons pas d'entreprise en Libye. Ce que nous faisons, c'est d'accompagner ses frères, nous partageons avec eux une frontière, nous partageons avec eux une histoire, c'est un peuple qui nous a soutenus, pour ceux qui s'en souviennent, pour nous aider. La Libye des années 60, du roi Idriss, le premier baril de pétrole a été découvert en 1962, malgré cela, donc il a été à nos côtés. L'Algérie ne peut pas rester indifférente par rapport à ce qui se passe dans ce pays voisin. Donc elle essaie de les accompagner sans s'ingérer dans leurs affaires. Mais je crois qu'ils ont tiré les leçons du passé. Ils veulent éviter certaines expériences douloureuses que certains pays ont connues. L'Irak, il est ce qu'il est aujourd'hui. La Syrie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les Libyens que nous rencontrons, pour la plupart, donc veulent éviter ce genre de situation. Et c'est pourquoi ils veulent s'engager résolument vers la solution politique. À condition, bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas d'ingérence dans leurs décisions, dans leur indépendance de décision. Ça, ils en tiennent, et ça, je crois qu'il va falloir mettre l'accent sur ça. Alors, où on en est clairement? On est dans la prise de conscience, là, par rapport à ce début de processus? Je crois que les Libyens en sont très conscients. Ils en sont conscients. Maintenant, nous sommes dans un processus de discussion, de dialogue. Vous savez, c'est des processus très difficiles. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas le coup de la baguette magique. On vous dit, nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, le 14 mars. On vous dit, il faut que le 28 mars, vous signez un accord, ou le 31 mars. C'est un processus qu'il va falloir bien maîtriser. Qui risque d'être long? Il faut pas... Non, long, nous ne souhaitons pas qu'il soit long. Parce que, je vous dis encore, je le répète, plus le processus est long, plus ça profite au terrorisme. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les gens prennent conscience de l'enjeu temps, c'est vrai, l'enjeu temps, il est là, mais également, il faut aller vers de bonnes solutions. Il ne faut pas aller vers de mauvaises solutions. La bonne solution ramène la stabilité, la mauvaise solution ramène le désordre. Donc, je crois qu'ils en sont conscients. Nous, je les répète, il y a une concertation qui se fait avec les pays du voisinage, parce que les problèmes se posent aussi bien pour l'Algérie que pour la Tunisie, que pour l'Égypte en termes de sécurité nationale. Il y a une menace. Je vais vous dire pourquoi il faut un gouvernement plus vite, il faut un partenaire avec lequel tout le monde peut discuter et tout le monde peut négocier. Et je crois que la communauté internationale l'a bien comprise. Nous l'avons dit très tôt qu'il va falloir une solution politique. Nous avons dit également qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Il faut un consensus pour faire face à tous les défis. Si vous n'avez pas un gouvernement d'union nationale, vous ne pouvez pas faire face à tous les défis. Donc ça, ce sont deux éléments clés dans la démarche. Nous, et supposons-nous, en termes de sécurité nationale, vous avez notre armée, l'armée nationale, qui est déployée tout au long de la frontière, et ça nous coûte. Mais de l'autre côté, vous n'avez rien. De l'autre côté de la frontière, vous avez des milices. Vous avez les Zenta, vous avez les Touaregs, vous avez les Toubous, vous avez les Abazirs, tout au long de la frontière. Il nous faut, quelque part, un gouvernement, une armée, avec lesquels nous pouvons sécuriser nos frontières. C'est la même chose pour les Libyes, pour la Tunisie, et c'est la même chose pour l'Égypte, c'est la même chose pour le Tchad, c'est la même chose pour le Niger. C'est pourquoi nous, dans nos réunions des pays du voisinage ou les pays voisins, nous insistons beaucoup sur ces deux éléments, la solution politique et le gouvernement d'union nationale.
Alors, vous parlez de concertation avec les pays voisins. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'une intervention étrangère aurait causé plus de destruction que de réparation. Ça, c'est acquis. La solution politique qui a été prônée d'abord par Alger, il faut le dire, est aujourd'hui a convaincu tout le monde. Et ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire. Jusqu'à il y a très récemment, en janvier dernier, des pays comme le Niger, le Mali, le Tchad ou encore le Sénégal appelaient presque d'une même voix à une intervention étrangère. Comment l'expliquer? Alors que Alger se concerte très régulièrement depuis le début de cette crise libyenne, il y a 4 ans maintenant, se concerte avec ses pays voisins. Comment expliquer cette dissonance entre... La dissonance, vous savez, la dissonance, c'est quand il y a un manque de discussion entre nous. Voilà, vous faites allusion aux déclarations qui ont été faites par les présidents du Niger, du Tchad ou autres, à propos de la situation dans le sud de la Libye. Et vous vous souvenez, ces chefs d'État sont venus à Alger. Donc ils sont passés par Alger, ils ont eu des discussions extrêmement importantes avec le président de la République, avec d'autres responsables algériens. Aujourd'hui, on n'a pas le même ton. Ils appellent tous à la solution politique. Et on est passé à ça. Ils acceptent tous donc d'aller à la solution politique. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un prix à payer. Vous savez, les interventions, on peut savoir quand est-ce qu'elles commencent. On peut savoir. Donc quand est-ce qu'elles commencent, on ne pourra jamais savoir comment. Quand est-ce qu'elles se terminent, on ne peut pas savoir comment elles se terminent. Il y a un coût, il y a un prix à payer. Donc tant qu'il y a de la place pour le dialogue, pour la solution politique, il faut y aller. Et il faut identifier aussi l'ennemi. L'ennemi, pour tout le monde, dans la région, c'est le terrorisme, c'est clair. Uniquement le terrorisme? Il y a quand même une dislocation. On en parlait des institutions du pays. Il y a d'autres périls en Libye qui, vous l'avez dit vous-même, qui sont prioritaires par rapport au terrorisme. Ah, c'est clair. Le terrorisme, c'est l'ennemi. C'est ce qui déstabilise toutes les régions. Dans toutes les régions du monde, on le sent. La construction de l'État libyen, c'est un processus. C'est un processus qui va être peut-être long. Vous savez, avoir un Parlement, d'abord il faut négocier et arriver donc à une constitution. Ça va prendre du temps. La constitution, il faut la passer, la voter par référendum, enfin, la valider par le peuple libyen. Ça sera une autre étape. Des élections qui vont venir, ça va être une autre étape. Construire une armée libyenne, la construire un service de sécurité, ça c'est le programme d'un gouvernement. Mais ce gouvernement, il faut qu'il se dote de ses moyens pour faire face, effectivement, à la menace, la grande menace sur nos pays, c'est le terrorisme. Et surtout à nos frontières. Frontières sud, est. Alors aujourd'hui, pour terminer avec cette question, tous les pays voisins s'accordent sur la même chose, c'est que le péril, le premier péril, la première grande menace dans la région, c'est le terrorisme, et qu'il n'est plus question d'intervention étrangère, quels que soient les incidents, j'allais dire, comme cela s'est passé avec l'Égypte, qui s'est aventurée seule sur le sol libyen, qui a opéré des frappes sur le sol libyen. Est-ce qu'il n'est plus du tout question de ça? On est dans un processus de dialogue et on y reste. Non, nous sommes dans un processus de dialogue. Vous savez, madame, c'est pas aussi simple que vous le pensez. Et surtout l'équation libyenne n'est pas aussi simple. Je vous l'ai dit. Nous, en tant qu'Algérie, nous avons toujours prôné la solution politique et la non-intervention étrangère. D'accord? C'est une constante. En tant que pays voisin, on s'est réunis plus d'une fois. Nous allons nous réunir bientôt au Tchad. Dans toutes nos communiqués qui ont sanctionné ces réunions, ce sont ces deux fondamentaux qui ont toujours prévalu. Alors, le terrorisme, avec ses ramifications, prolifère dans une bonne partie, voire une partie stratégique du continent africain. La tenaille Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda menace à la fois la Libye, le Niger, le nord du Nigeria, le Cameroun et le Tchad aussi. Est-ce que l'Afrique est face à un scénario d'une installation prochaine d'un califat, à l'image de ce qui s'est passé, d'un califat islamiste, à l'image de ce qui se passe en Irak et en Syrie? Bon, l'Afrique fait face, c'est vrai, à la menace terroriste, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein,
Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, de 15 ans, on a déjà, Alger été initiateur de pas mal d'idées, d'initiatives. Le plan d'action de l'Union africaine sur les lutte terroriste date depuis les années 90, 99, pour être plus exact. Nous avons donc nous-mêmes été initiateurs d'une convention africaine de lutte contre le terrorisme. C'est pas d'aujourd'hui. Nous avons organisé des conférences internationales à Alger ayant pour thématique justement la prévention et la lutte contre le terrorisme. Nous avons un centre à Alger de l'Union africaine consacré et dédié à la lutte antiterroriste. Nous sommes pays fondateurs, je parle de l'Algérie, du Forum global mondial contre le terrorisme. Nous allons abriter d'ailleurs dans quelques jours à Alger une importante réunion de ce forum qui est consacré à la sécurité au Sahel. Je dirais que c'est pas une question nouvelle pour nous. Donc nous sommes plus ou moins, comment dirais-je, habitués à faire face d'une manière, je dirais, peut-être moins organisée qu'elle ne le doit. Et ça revient aussi aux capacités des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les théories l'état capable et l'état incapable. L'Algérie a pu vaincre le terrorisme. L'Algérie est un pays exemplaire dans les méthodes et elle est quelque part une expérience. Les ministres de l'Intérieur arabes sont réunis à Alger ces derniers jours et vous avez un peu suivi les conclusions de ces conférences. Donc tout le monde est intéressé par l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste. Moi-même, j'étais il y a 15 jours à Washington, j'ai participé au forum sur l'extrémisme violent où j'ai exposé la stratégie algérienne en matière de déradicalisation. Oui. Comment faire face ou l'après-terrorisme, comment essayer de prévenir à l'avenir que ces situations ne se renouvellent. Donc nous sommes quand même un peu à l'avant-garde de cette lutte antiterroriste. Je le disais tout à l'heure, c'est que même la diplomatie est fondamentalement orientée vers la lutte antiterroriste. Donc aujourd'hui, la menace, nous en sommes conscients, mais comment y faire face? Comment y faire face? Il faut s'organiser. D'abord, je reviens toujours à l'État capable, c'est-à-dire il faut que les États se prennent en charge sérieusement. Et là, on parlera peut-être des contributions de ce que fait l'Algérie sur un plan bilatéral avec ses pays voisins, comment essayer de former. Nous faisons dans la formation d'unités spéciales, nous faisons dans le partage du renseignement, nous faisons dans le soutien logistique en fonction, si vous voulez, de nos moyens, mais encore une fois, il y a l'élément essentiel, c'est le renforcement des capacités des États. C'est un peu le rôle des Nations Unies et c'est un peu l'exercice que le Forum mondial veut faire dans le cadre de partenariats bien précis. Il y a, là aussi, lutter contre le terrorisme, c'est faire le lien entre la sécurité et le développement. Là aussi, c'est de vastes programmes. Comment essayer de capter l'attention des jeunes, comment essayer... Bon, c'est tout un programme. Et c'est une lutte qui n'est pas, comment dirais-je, le fait d'un événement d'un jour, mais c'est sur du long terme. Mais je pense que l'expérience algérienne en elle-même, qui aujourd'hui est devenue une référence, j'ajouterai, moi j'avais reçu le directeur du Centre des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, où il me disait qu'il va envoyer une équipe à Alger pour faire en sorte que les bonnes pratiques algériennes soient vulgarisées à travers le monde, à travers le Conseil de sécurité. C'est dire un peu, si vous voulez... Mais alors si le phénomène, comme vous le dites, n'est pas nouveau pour Alger, il l'est certainement pour des pays comme, je ne sais pas, le Tchad ou le Niger, qui ont aussi peu de moyens pour l'affronter. Pour revenir à ma question, quelle est donc l'ampleur de la menace pour ces pays-là? Alger ne peut pas y faire face toute seule. Comment les choses vont se passer malgré ce dont vous avez parlé, les différentes coopérations bilatérales, sécuritaires avec ces pays-là? Comment y faire face aujourd'hui? Vous savez, la lutte, et l'Algérie a donné l'exemple, il y a le compter sur soi, c'est très important. Le compter sur soi, vous savez, c'est très important. Compter sur soi, et là nous avons vécu des moments extrêmement difficiles. Il faut qu'il y ait des combinaisons entre la prise de conscience des populations,
de la menace terroriste, Oui. donc l'engagement du citoyen à la lutte antiterroriste, il faut que l'État soit présent, il faut que le citoyen sente que l'État est à côté de lui, que l'État le protège. Donc ça, c'est aussi fondamental. Il faut qu'il y ait une coopération internationale. Coopération internationale, elle peut se décliner en plusieurs choses. Elle peut être le partage du renseignement, qui est Daesh, qui n'est pas Daesh, qui est derrière Daesh, etc. Elle peut se partager en termes de soutien, donc, et en termes de formation. Là, c'est des responsabilités un peu globales, si vous voulez, de la menace globale. Donc il y a une riposte globale. Mais vous partez sur le local, sur le renforcement des capacités de l'État, et sur l'implication citoyenne, en plus bien sûr du rôle des forces de sécurité, de l'armée dans tous les pays, qui doit jouer son rôle. Donc ces conditions, il faut les réunir, il faut travailler un peu à cela. Est-ce que l'Union africaine est préparée à cela? Vous parlez de la communauté internationale, des Nations Unies, mais il y a aussi le local. L'Union africaine est-elle consciente de cette menace globale aujourd'hui? Oui, l'Union africaine, elle fait là aussi de son agenda la lutte antiterroriste une des questions prioritaires. Je disais avec vos collègues, je crois, de la chaîne 3 il y a quelques jours, où nous nous préparons, nous, à Algérie, à recevoir une importante conférence d'ici l'automne prochain, à Alger, sur la négociation, plutôt préparer une démarche africaine pour aller aux Nations Unies et négocier un protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur les financements terroristes qui date depuis 1979. Or, depuis aujourd'hui, le financement du terrorisme est l'élément clé, en fait, plutôt le tarissement des sources de financement du terrorisme est l'élément clé dans la lutte antiterroriste. Donc cette réunion d'Alger a pour ambition, si vous voulez, d'essayer de réunir des experts africains, et puis même internationaux, pour essayer d'aller aux Nations Unies et renégocier ou négocier un protocole additionnel pour criminaliser d'abord le paiement des rançons, qui est devenu une source de financement du terrorisme. Ensuite, il y a le lien qui est établi entre, surtout au Sahel, entre le crime organisé et le terrorisme. Vous savez, au Sahel, les groupes terroristes, le matin il est djihadiste ou je sais quoi, le soir il est narcotrafiquant, à midi il est revendique il est multiple. On ne sait plus qui est qui, mais en fait il y a l'argent qui les fédère et il y a l'activité donc liée au grand trafic qui les fédère. Donc c'est la deuxième source de financement. La troisième source de financement, c'est les sources occultes. C'est des sources occultes qui peuvent venir de sociétés caritatives, installées quelque part au nord ou au sud, dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc là aussi, il faut que les Nations Unies, si vous voulez, décident d'une convention renforcée par ce protocole et qui criminalise donc le financement du terrorisme. Qu'est-ce que cela voudra dire concrètement? Est-ce que ça voudra dire... Parce que on a beaucoup parlé du financement du terrorisme, le paiement des rançons, on en a beaucoup parlé ici même à Alger. Alger a toujours prôné le refus du paiement des rançons, mais on sait que les pays occidentaux notamment ne jouent pas toujours le jeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce protocole additionnel va... C'est criminaliser le paiement des rançons. C'est très simple. On va criminaliser celui qui paye, d'accord? Celui qui donne, celui qui reçoit. La convention va être très claire en ce sens. C'est ça l'objectif, c'est ça la convention de 79 des Nations Unies sur le financement du terrorisme n'avait pas pris en charge ces aspects. C'est ce protocole additionnel qui va prendre en charge ces aspects. Criminalisation, que ce soit des personnes, des sociétés ou des États. Ou des États. Ça sera la responsabilité du Conseil de sécurité. Vous parlez des sources de financement du terrorisme. Elles sont multiples, vous venez de le dire. En Libye, par exemple, les groupes terroristes comme Daesh comptent sur la contrebande de pétrole. Comment lutter contre ça aujourd'hui, Abdelkader Ben Sahel? Vous savez, il y a beaucoup de choses s'écrivent, se disent. Nous ne sommes pas dans ce chapitre-là. Il y a priorité, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est l'absence d'un État, d'accord ? L'absence d'institutions, l'absence de contrôle, justement, permet ce genre de dérive, ce genre de dépassement. Alors, il faut aller vite vers la solution pour éviter justement ce genre de situation. Très bien.
On va revenir un mot peut-être sur le processus d'Alger pour le Mali. On attend donc la signature finale du document pour une paix définitive au Mali. Quelle est la suite des événements à présent? Bien, comme vous le savez, donc, il y a eu un document qui a été finalisé, donc un accord qui a été finalisé, qui a été signé par une partie des antagonistes. Nous souhaitons que la coordination, qui l'a pas signé, qui l'a pas paraphé, qui a demandé un délai pour aller consulter sa base, le fasse le plus rapidement possible. Pourquoi? C'est très important, c'est un accord qui est fondamental et très important, c'est un accord qui préserve l'unité du Mali, qui préserve son unité et qui préserve là aussi sa cohésion. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus des situations se fragilisent, plus il y a des risques de fragmentation, d'éclatement. Donc il est important que ce cadre, cet accord, qui est un accord qui recadre un peu, si vous voulez, la problématique malienne, se fonde sur des fondamentaux non négociables. L'unité nationale non négociable, l'intégrité territoriale non négociable, le pouvoir peut être négocié, puisque l'accord prévoit que les régions, toutes les régions du Mali soient bien représentées dans les institutions de la nation. Donc il est très important de préserver cette nation. Nous attendons, donc promesse a été faite par ceux qui ont, pendant des mois, si vous voulez, être au centre de la négociation, puissent recueillir l'avis, comme ils le disent, de leur base et revenir à signer l'accord. Mais il y a d'ores et déjà des acquis pour le Mali. Vous parlez de l'unité nationale, de l'unité du territoire. Aujourd'hui, ce sont des acquis irrévocables pour le Mali. Ah, ça c'est clair. Toute la négociation a porté sur cela. Et puis nous-mêmes, on a été sollicités un peu. On ne peut pas imaginer. Vous savez, l'Algérie, il y a des principes sacro-saints sur lesquels qui sont non négociables. C'est justement les intégrités territoriales, la souveraineté des États, la non-ingérence dans leurs affaires. Donc on ne pourrait pas imaginer l'Algérie dans un processus qui sortirait de ce cadre. Donc c'est pourquoi nous pensons. Et puis cet accord a été quand même reconnu, salué par la communauté internationale. Maintenant, si l'un ou l'autre refuse, bon, il y a les Nations Unies, ils ont leur mécanisme, puisqu'ils sont partie prenante à cet accord, ils doivent prendre des décisions en conséquence. Mais nous souhaitons que cet accord soit paraphé par la coordination et soit signé bientôt à Bamako. Alors, une autre question majeure mine la paix dans le continent africain, et ce depuis 40 ans. Le Sahara occidental reste le dernier territoire non autonome d'Afrique, colonisé par le Maroc. Prochaine grande échéance, avril prochain, donc le renouvellement du mandat de la MINURSO au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les experts prédisent une rupture dans la démarche suivie dans le processus de paix initié en 1990. Un mécanisme de surveillance des droits de l'homme est-il possible? Est-ce qu'il peut passer cette fois? Vous savez, vous l'avez assez bien souligné, c'est l'un des derniers territoires non autonomes encore inscrits sur la liste des Nations Unies. Moi, je pense que le processus a été tracé depuis très longtemps. Pas d'aujourd'hui, depuis que cette question a été inscrite en 1963. Le processus devant parachever, si vous voulez, la décolonisation de ces territoires. Les Nations Unies, il y a eu des dizaines et des dizaines de résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, autant du Conseil de sécurité. Le territoire, qui est un territoire non autonome, vous l'avez si bien dit, doit trouver, donc le conflit doit trouver sa solution dans l'organisation d'un référendum d'autodétermination. L'autodétermination est un des principes fondamentaux et clés même des Nations Unies. La Charte des Nations Unies se fonde sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a blocage, le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités. Donc le problème est un problème de décolonisation, de parachèvement d'un processus. La solution, c'est le Conseil de sécurité lui-même et les Nations Unies qui l'ont, si vous voulez, balisé, c'est l'autodétermination. Et bien maintenant, il reste au Conseil de sécurité, donc lors de sa prochaine réunion, de mettre si vous voulez, les mécanismes ou les moyens, faire en sorte que ce processus puisse aboutir
Et ce processus, comme vous le savez si bien, est bâti sur l'autodétermination du peuple occidental. Donc c'est une responsabilité du Conseil de sécurité, elle n'est pas celle du secrétaire général ou de quelqu'un d'autre. Donc les membres du Conseil de sécurité, qui doivent probablement examiner le rapport avant le 7 avril ou le 10 avril du représentant personnel du secrétaire général, ils doivent examiner la question à partir du 27 février, 27 avril, d'ici la fin avril. On aura donc une résolution du Conseil de sécurité sur la question. Maintenant, il s'agit pour les membres du Conseil de sécurité de prendre les responsabilités pour faire aboutir le processus tel qu'il est défini et tel qu'il est décrit par les Nations Unies et par la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Mais à votre avis, Abdelkader Ben Sahel, est-ce que nous sommes à un tournant décisif dans ce conflit entre le Maroc et le Front Polisario? Est-ce qu'aujourd'hui, les Nations Unies vont aller de l'avant et imposer du moins un mécanisme de surveillance des droits de l'homme? Rappelons que la MINURSO est la seule force onusienne au monde qui n'en dispose pas. Les Nations Unies doivent prendre la responsabilité. Et en premier lieu, le Conseil de sécurité, tant pour la préservation des droits de l'homme dans le territoire, tant pour le parachèvement du processus. Donc ça, c'est la responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies doivent jouer un rôle qui est le leur, et surtout le Conseil de sécurité doit jouer son rôle, qui est le sien, celui de permettre la paix et de garantir la paix et la sécurité internationale. Donc parmi les questions qui sont à son ordre du jour figure cette question. Moi je pense qu'aujourd'hui le moment est venu pour le Conseil de sécurité passe une autre vitesse, c'est-à-dire faire pression sur les uns et les autres pour faire aboutir le processus qui a été engagé, à savoir organiser le référendum du peuple saoudien. Abdelkader Ben Sahel, il y a des conférences internationales auxquelles doit prendre part l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Oui, l'Algérie, comme vous l'avez remarqué, sur tous les fronts, d'abord, elle agit beaucoup, et ça c'est dans notre voisinage immédiat, essayer d'accompagner nos frères maliens avec leurs problèmes, accompagner nos frères libyens avec leurs problèmes. Nous l'avons fait également pour la Tunisie sœur. Donc nous continuons à renforcer notre coopération avec les pays voisins, avec les pays du Sud. Vous avez été témoin des visites ces derniers temps de chefs d'État qui viennent à Alger. Ça rentre dans le cadre de la concertation avec des pays avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Nous appartenons à l'Afrique, nous appartenons à l'Union africaine, nous appartenons à un continent qui fait face à beaucoup de défis, donc la concertation est quasi permanente. Il y a également l'Algérie et ce de grands dossiers. Il y a une Algérienne, l'ambassadrice Taous Farouki, qui préside la conférence sur la revue du TNP, donc qui doit se tenir en avril à New York. Nous avons une grande conférence sur laquelle l'Algérie a beaucoup misé depuis des années. C'est la conférence de Paris sur le changement climatique. Nous avons été partie prenante aux différentes réunions précédentes à travers la négociation. On était leader et chef de file dans ces négociations africains face aux autres régions. Aujourd'hui, pour la préparation du sommet de la conférence de Paris, comme vous le savez, l'Algérie, c'est l'ambassadeur Gerlef qui représente tout le sud, le sud de la planète, et un ambassadeur américain qui représente le nord, et c'est eux qui sont un peu, si vous voulez, les co-négociateurs de ce qui va sortir de la conférence de Paris. Donc nous sommes sur tous les fronts, et il est tout à fait normal qu'un pays comme l'Algérie doit jouer son rôle, non seulement dans sa sous-région, mais également dans le concert des nations. Abdelkader Ben Sahel, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous avez un dernier mot. Remercie. Vous avez un dernier mot à ajouter? Alors, je souhaite bonne chance à votre émission. Merci. Qui est très suivie et du souffle. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, nous arrivons, vous l'aurez compris, au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, comme à chaque fois, l'adresse mail de notre émission sur lefil@ontv.dz. Vous pouvez évidemment réagir sur cette adresse. Merci à vous. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir.